Radio Rebond, le podcast du retournement d'entreprise par le cabinet Tony Ascioli, avocat. Masterclass. Pour aller plus loin, avec Giulio Cesare Giorgini, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, directeur du Master 2 Droit et pratique du commerce international. Mais surtout, grand spécialiste du droit international de la faillite, mais également du droit de l'Union européenne en la matière, c'est la personne toute désignée pour nous parler des classes de parties affectées, le nouveau mode de traitement du passif en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, transposant la directive restructuration et insolvabilité. Les équilibres antérieurs sont bouleversés afin d'améliorer la situation des créanciers, tout en ayant naturellement comme objectif principal le rebond de l'entreprise en difficulté. La notion de partie affectée, alors, là aussi on ne va pas le rencontrer tous les jours, puisque c'est réservé à des entreprises de grande taille à titre obligatoire et à tout le monde à titre facultatif, pour résumer. Oui. Je te laisse parce que tu as écrit un remarquable article avec un administrateur judiciaire sur la question de la transformation des comités de créanciers dont on n'avait déjà jamais entendu parler ici en partie affectée. En partie affectée. Alors, pour comprendre un peu aussi finalement l'historique de tout ça, c'est que j'ai fait partie de l'une des deux équipes d'experts qui ont assisté le ministère en fait dans la négociation de la nouvelle directive de 2019. Ce qui est assez fréquent puisqu'on pense souvent que les directives sont des choses qui descendent comme ça de la Commission. Pas du tout. La fonction de l'Union européenne demeure avant tout intergouvernementale. Donc il y a des vraies négociations entre gouvernements dans le cadre des conseils de ministres. Et donc voilà, nous étions l'une des deux équipes d'experts qui ont assisté pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans, le ministère pour ça. Donc nous avons vu vraiment toutes les étapes depuis le début, les premières suggestions que nous avons faites et puis les différentes discussions évoluer ce système. Concrètement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est finalement de privilégier des solutions contractualisées dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises et de créer donc finalement un cadre, un forum adapté à une telle contractualisation, c'est-à-dire une telle négociation entre le débiteur, assisté de l'administrateur judiciaire, et les créanciers, qui sont généralement aussi les principaux partenaires. Qu'est-ce qui change avec les classes de parties affectées, pour aller vraiment à l'essentiel, par rapport à ce que vous avez déjà connu, les comités de créanciers? Avant, nous avions 2 comités de créanciers, comité des établissements bancaires et des titulaires de créances assimilées, et comité des principaux fournisseurs. Donc vous voyez une définition tout à fait statique de qui pouvait être membre de ces comités. Pour être membre du comité des établissements bancaires, il fallait répondre aux critères qui étaient celui du Code monétaire et financier, ou alors être le cessionnaire. Je l'avais fait dans un dossier où c'était la maman du dirigeant qui avait racheté l'une des dettes de l'une des banques. Ça avait permis comme ça à ce qu'elle devienne membre du comité des établissements bancaires. Et de l'autre côté, les principaux fournisseurs, là aussi, vision assez statique, on prenait le passif fournisseur, on regardait ceux qui avaient au moins 5% du passif, et ces personnes-là étaient d'office membres du comité. On pouvait en appeler d'autres, le cas échéant, en opportunité, mais avec les classes de parties affectées, l'idée est de s'intéresser à ceux qui sont concernés, ceux qui sont affectés par le projet de plan. Donc ça permet d'écarter tous ceux qui sont payés immédiatement. Donc si on a dans le projet de plan, si on prévoit de payer immédiatement certaines personnes, ces gens-là ne pourront pas être une partie affectée. On considère que dès lors qu'elles sont remboursées tout de suite et à 100%, ce n'est pas des parties affectées. Ça permet d'écarter les salariés. Nous avons fait le choix, mais ça a été le cas dans la plupart des pays européens, d'écarter les salariés, les créances salariales, les titulaires de créances salariales, des parties affectées. Et donc pour ne conserver que ceux qui auront finalement à supporter, de près ou de loin, la charge de la restructuration. Avec un avantage essentiel, et ça on le connaissait très bien dans les dossiers internationaux, la faillite internationale c'est ma spécialité d'origine, notamment dans certains pays, on constitue librement les classes, avec un certain nombre de règles qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'il faut, on sait qu'à minima, si on n'a que 2 classes, il faudra avoir une classe de chirographaire et une classe de titulaire de sûreté. En fait, on ne fera jamais ça.
L'intérêt des classes, c'est au contraire d'avoir une granularité beaucoup plus forte. Le critère de base, c'est de regrouper des personnes qui ont un intérêt économique suffisamment important ensemble. Mais donc, pour résumer, avec l'administrateur judiciaire, puisque c'est lui qui a la responsabilité de la constitution des classes et de l'octroi des voix, ce n'est pas une voix égale 1 euro au passif. Non. On pourra déterminer le nombre de voix en fonction de différents critères, les limites étant l'abus de droit et la fraude. On pourra donc constituer les classes pour finalement s'organiser dans quelle perspective ? S'organiser dans une perspective qui soit l'arrêt du plan, obtenir une adoption du plan par les classes. Donc, quand on sait qu'il faut obtenir une certaine majorité, eh bien, on pourra faire jouer, tout en respectant ce critère de l'intérêt économique suffisant, on pourra jouer sur comment on constitue les classes pour s'assurer, a priori, d'avoir à chaque fois la majorité suffisante. Et donc, un plan adopté par toutes les classes. Si tel est le cas, donc vous voyez, plus grande liberté d'un côté, si tel est le cas, contrôle. Alors tout le monde pensait que le tribunal allait reculer, que le temps du tribunal était passé, c'était les créanciers qui étaient uniquement à la manœuvre. Pas du tout, parce qu'en fait, le tribunal aura 7 critères à contrôler, même dans un plan adopté à l'unanimité des classes. Donc, il va s'assurer que certains équilibres ont été respectés, que voilà, certaines règles plus techniques. Si le plan est adopté uniquement par une majorité de classes, et pas par toutes. Très intéressant, là aussi, on pourra solliciter du tribunal ce qu'on appelle une application forcée interclasse. Donc imposer à des classes de créanciers dissidents d'accepter le plan. Donc ce qu'il faut retenir, on ne va pas rentrer dans les détails plus loin de tout ça, c'est que s'ouvrent donc véritablement des perspectives en termes de stratégie dans la préparation des plans, mais donc aussi des besoins, et là c'est tout le rôle des avocats du débiteur, essentiellement, mais le cas échéant aussi avocat des créanciers, puisque en redressement judiciaire, les créanciers dans les classes peuvent être auteurs de propositions alternatives, de plans alternatifs. Eh bien, de faire tout un travail, effectivement, stratégique pour, en fonction du type de restructuration, déterminer les classes et s'assurer ainsi l'adhésion de ces classes de créanciers à la solution qui est proposée. C'était Radio Rebond, le podcast du retournement d'entreprise par le cabinet Tony Ascioli, avocat. Disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur radiorebond.com et sur le site internet du cabinet Tony Ascioli, avocat.